là. Bloquez-les. Puis s'ils font les lives contre Tiroma, pour ne même plus les voir, n'attaquons pas Kamto. Ça ne nous apporte rien. Kamto est un leader. Il mène le même combat que vous êtes en train de mener de l'autre côté. Vos combats sont similaires. Vos combats, c'est le renversement de Pondia. Nous devons être focus sur le combat actuellement. Celui qui ne veut pas rejoindre la lutte, il n'a pas qu'à rester de son côté. Bloquez-les tout simplement. Vous ne les verrez pas. Vous avez vu quand Tchumbu lance son panel, je ne peux plus voir. Depuis le jour qu'il m'a insulté, moi je l'ai bloqué. Est-ce que vous voyez encore que c'est vous qui partez parfois prendre, vous me rapportez, non? Donc vous les bloquez tout simplement. Pardon frère, ne tentez pas, n'essayez pas. Parce qu'en lançant le live contre Kamto, moi-même, mon cœur sera blessé, meurtri. Kamto a beaucoup fait pour cette patrie. Il faut lui reconnaître cela. Et il a encore beaucoup à faire, Momo. Il a encore beaucoup à faire. Un monsieur de cette trempe-là, il n'y a pas de live il n'y a pas de live contre Kamto qui doit être lancé. Toute personne qui va s'égarer à insulter Kamto, moi je ne suis pas moi avec lui. Je vous dis ça honnêtement. Donc, Béton, il y a le frère Gabriel. Au contraire, au lieu de lancer le live contre Kamto, invite le frère Gabriel Fotso qui venir te parler des impacts des villes mortes, de la diplomatie et beaucoup d'autres choses qui vont poursuivre l'autre panel. Alors, monsieur Béton, vous avez la parole et vous posez votre question à Gabriel. Oh, ok. Voilà, je ne sais pas, j'ai écouté ce qu'il a dit. Hein. Bon, j'ai écouté ce qu'il a dit. Je vais beaucoup plus parler pour faire une nuance et à la fin, je vais poser une question. Voilà. En fait, il a dit, selon son exposé, que c'était le peuple qui était le responsable. Mais moi, j'aimerais préciser quelque chose. Quand on parle de peuple, on parle de tout le monde. Et dans le peuple, il y a les leaders d'opposition. Il y a l'armée. Il y a tous les partis prenants, les avocats et autres. Et voilà, parce qu'il faut toujours rentrer dans l'événement précédent. Lorsqu'il y a eu cette tentative-là, ce que j'appelle une tentative parce qu'elle est presque, elle est déjà terminée, cette défense-là de victoire d'Issa Tiroma, il a été lâché. Lâché non plus par nous-mêmes d'abord, nous-mêmes d'abord sur les panels, sur les plateaux médiatiques de TikTok, où on a commencé à dénigrer un combat en cours, quelque chose qui est juste une curiosité camerounaise, hein, jamais vue à l'extérieur. Et il y a aussi cette complicité de l'opposition, je vais dire, parce que aucun leader de l'opposition, voilà, aucun leader n'a soutenu Issa Tiroma. Quand vous dites, parce qu'il faut ramener le combat au contexte camerounais et africain. On n'est pas en France ici où les peuples se fédèrent facilement. Non. C'est pas, on va pas dire c'est la gauche, non, c'est pas la même chose. Il y a des ethnies, il y a un ensemble de défis, il y a des méfiances ethniques, il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Quand vous voyez des opposants, pas pour citer, des opposants comme celle de l'UDC, qui est franchement ancrée chez les Bamondes, qui a rien dit pendant la crise. Vous voyez des opposants qui sont restés silencieux, parce qu'il faut pas deviner ce que les gens ont dit. Il faut pas être philosophique. Depuis l'indépendance du Cameroun, les leaders des mouvements se sont toujours démarqués par leur capacité à combattre. Et la capacité, un leader doit être présent dans le combat. C'est pas des réflexions philosophiques qu'on doit faire et attendre que le peuple se lève. Le peuple camerounais n'est pas le peuple de France. C'est pas le peuple de France. N'attendez pas une grosse culture politique du peuple camerounais qui vont se lever, ils vont s'organiser, ils vont tout faire. Non. Et j'invite, parce que moi la question que je vais poser, enfin j'ai pas encore fini, mais la question que je vais le poser déjà par anticipation, qu'ils me disent un mouvement de révolution qui s'est organisé seul, donc qui s'est organisé comme ça là. Quand vous parlez de peuple, c'est comme si le peuple s'organise, donc demain là il sera qui manifeste comme ça, non. Quand on parle d'un mouvement de révolution, ça regroupe un certain nombre de personnes. Ça regroupe des artistes, des avocats, des personnes de la société civile, des commerçants. C'est une indignation massive et c'est organisé. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Dans notre contexte camerounais,
c'est pas le peuple a essayé. Maintenant, il fallait une autre partie du peuple. Et cette autre partie-là a lâché le peuple. Il faut la citer. Il y a des gens comme le PCRN, il doit être cité. Il a lâché le peuple. Tous les autres candidats de l'opposition ont lâché. Ils ont lâché le peuple. Vous n'allez pas les extirper. Non. Ils ne peuvent pas être mis. On va dire que non, on devait faire sans eux. Non. Vous allez faire une révolution. Peut-être vous avez dit que je mets le contexte tribal à l'intérieur. Vous n'allez pas faire une révolution sans tenir compte d'autres partis politiques, même déjà pour la médiatisation de votre mouvement. Quand vous voyez, est-ce qu'un média a parlé même de Issa Turoma? Issa Turoma avait ses 5 minutes au Journal d'Afrique de France 24, parce qu'à l'extérieur, on jugeait que son mouvement n'était pas important. Et qui a rendu le mouvement, qui a fait en sorte que ce mouvement ne soit pas important? Mais c'est des leaders d'opposition qui se sont tués au moment où il fallait réchauffer le mouvement. Donc moi je suis très nuancé dans cette analyse là où on enlève les leaders d'opposition et on jette le peuple à la vindicte populaire. Le peuple camerounais doit être largement félicité. Venez dire aujourd'hui que le peuple n'a rien fait, ou bien le peuple, je sais pas le mot qui a été utilisé. Moi je dis que c'est une insulte à la mémoire des gens qui sont morts, qui sont descendus dans les rues, dans tout le Cameroun de manière simultanée. On n'a jamais vu ça. Hein? Je pense que tout ce qu'on peut dire, on peut dire juste qu'il y a eu peut-être des lacunes à ce moment qu'on va travailler à améliorer, mais dire que c'est le peuple qui est la cause, c'est très faux. Il faut avoir le courage de citer les vrais responsables. Ceux qui ont fait cela, moi je dis que c'est des gens qui ont peut-être des ambitions personnelles. La politique n'est pas philosophique. Il faut avoir de la culture politique. Il faut connaître les combattants africains. Quand Étienne Tshisekedi, si vous connaissez, quand il faisait ça, il était lui-même dans la rue. Il descendait avec 1 million de personnes à Kinshasa. Le petit rappeur Bobby Wine, quand il descend en Ouganda, il descend lui-même dans la rue. Sonko a imposé sa candidature, la candidature de Diomaye à comment il s'appelle, Macky Sall. Vous ne pouvez pas dire qu'un leader reste. On ne peut pas rester philosophique dans le contexte africain. N'attendez pas. Tout ce que vous avez dit là, c'est bien beau, le peuple, ok. On est dans un contexte africain. On est dans un contexte africain et dans un État qui a 60 ans. Même le Népal n'avait pas 60 ans. Même le Népal n'avait pas 60 ans de gouvernance. On a 60 ans de gouvernance où les pères sont présidents, les fils sont préfets, les autres sont fonctionnaires. Ils ont totalement le système. D'autres sont dans l'armée. Et vous allez accuser, vous allez venir accuser le peuple. Non, je ne peux pas partager ça. Moi, je partage même pas cette manière de dire. Il faut dire les vrais responsables. Soit on parle d'organisation, oui, je peux encore le concéder, mais n'attaquez pas le peuple. Attaquer le peuple, c'est insulter, franchement, la mémoire des gens qui sont morts. Moi, je partagerai jamais ça. Il a bien exposé sur plein de sur plein de points, mais à ce point où il dit que le peuple n'a rien fait, ou bien c'est le peuple qui a, je sais pas le mot que j'ai oublié déjà, qu'il a dit, mais c'était très désagréable à entendre, selon moi. Moi, la question que je vais lui poser, bon, lui qui a de la culture politique, qui est diplomate, il doit me dire une révolution qui est sortie spontanément sans organisation. Et je veux dire, même les changements de pouvoir qui ont été mal gérés ont été catastrophiques dans des contextes où il y a des tribus, de multiples tribus. Vous voyez le cas de la Libye aujourd'hui, dans chaque tribu, il y a un groupe armé. Le pays est totalement détruit. Ce que vous voulez au Cameroun, vous voulez faire une révolution, ok, sans organisation, ou bien une révolution du genre d'autres partis d'opposition restent en retrait et ça se gère comme ça, le pays devient bizarre. Non. C'est juste une question. Il me dit une révolution qui est sortie spontanément. Même s'il me donne le Népal, je vais débouter ça. Il me donne Madagascar, je vais débouter.
Donc, ils me disent une révolution où ça s'est créé comme ça spontanément et le peuple est descendu dans la rue comme les moutons. Ils sont descendus là, oui, on va en découdre, on veut tout brûler. Il me dit ça et je descends du panel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Moi, je sais pas si je peux dire quelque chose par rapport à ce que Béton a dit. Ouais, je me suis absenté, donc j'ai pas suivi. En tout cas, je vais donc y aller. Oui, déjà, ce que tu dis est vrai, c'est le peuple a sa responsabilité. C'est vrai que tu parles des leaders, mais je pense que les leaders, ce ne sont pas eux les Sangoku. Ce sont les leaders qui disent que suivez-moi et les qui le suivent. Ce sont des gens du peuple, c'est le peuple. Et ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas jugé que la cause était valable pour que ils n'attendent pas forcément que ce soit peut-être celui qui est à leur tête, si jamais ils forment des petits groupes quoi, celui qui est à la tête de peut-être 1000 personnes, si on va dire 1000 sur 30 millions de Camerounais, celui qui est à la tête de 1000 personnes, est-ce que ces 1000 personnes là trouvent que la situation du Cameroun ne vaut pas la peine de se mettre dans les rues et revendiquer? Est-ce qu'ils sont obligés d'attendre leur leader? Bon, maintenant, les leaders, c'est pas pour les dédouaner, eux aussi, ils sont fautifs. Mais pour dire, pour eux, c'est pas une grande surprise. Pour les leaders, c'est pas une grande surprise. Ce sont des gens qui nous ont montré à plusieurs reprises qui ils sont. Et qui nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils ne sont là que pour leurs intérêts. Donc, le fait qu'ils aient agi comme ils ont agi, c'est décevant. Ils sont coupables, mais c'était pas une surprise. Lorsqu'on parle de népaliser ou bien on parle de révolution populaire au Cameroun, je sais pas pour toi, mais pour moi, dans ma tête, je ne vois pas les Kaba Libi, les Joshua Ozi. Je les vois pas dans ma tête quand je pense à ça. Bon, maintenant, si toi, peut-être, tu pensais qu'il pouvait faire quelque chose et que tu étais dessus, bon, je respecte. Chacun a sa manière de réfléchir. Et moi, je suis très content de la tournure que les choses sont en train de prendre, surtout ici sur ton panel, Momo. J'espère que ça va se propager. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si on est en train d'arriver au point de convergence qu'il faut. Et je ne dis pas que c'est peut-être une partie qui est en train de rejoindre une autre partie. Parce que là, ce serait un peu... j'ai oublié l'adjectif. Mais ça peut faire certaines personnes juste par simple esprit de contestation refusent. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de tous quitter de peut-être là où on était pour arriver à un point où on est en train de converger. Et ça, c'est très plaisant. Moi, je dirais seulement, il faut plus que les gens viennent avec des discours pour encore nous remettre dans des choses arrière qui vont nous faire caler, tourner en rond comme la souris de Maris. Donc, j'avais plusieurs choses à dire par rapport à ce que Béton dit, mais j'écrivais pardon, du coup, il y a probablement des trucs. Si ça me revient, je vais prendre la parole. Merci. La souris de Maglist, là, c'est une souris qui se balade, elle ne bouge pas, elle court sans bouger. Elle court très vite, hein. D'abord, si je pouvais, vu que je suis d'accord avec Béton, si je pouvais dérouler comme ça, tu me reprends une fois en même temps, parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, si c'est possible, hein. D'accord. Voilà, pardon. Ouais, comme ça, tu me reprends au même moment. Pardon, Eldro, s'il te plaît, pardon. J'ai dit, il y a un truc qui m'est revenu là. Donne-moi 2 minutes, pardon. Et par rapport aux leaders, en parlant des leaders, puisqu'il disait il faut des leaders. Bon, moi, je n'ai que l'expérience de loin des révolutions. Je ne connais pas une révolution de l'intérieur. Mais je ne sais pas, lorsqu'on parle de leaders, est-ce qu'on parle forcément de leaders politiques? Ou alors on parle de leaders sur le terrain? Parce que ce que je sais, c'est que pendant les manifestations qu'il y a eu juste après les élections là, il y a des leaders qui naissent sur le tas. Il y en a. Et ce sont ces gens-là qu'on a arrêtés. Il faut aussi qu'on sache ça. Ce sont ces gens-là qui se sont démarqués par leur leadership, peut-être des choses du gars. Oh les gars, prenons les bois, on bloque la route là. Oh les gars, il faut qu'on mette le truc là à terre. C'est ce genre de personnes-là que le régime a ciblé et a arrêté.
Mais, comme on dit, le vide n'existe pas. Je sais que s'il y a une révolution, il y a toujours des personnes qui vont se démarquer par le fait d'être un peu comme leader de certains groupes, pas parce qu'ils ont demandé, mais juste parce qu'ils auront des idées qui vont faire les autres adhérer. Maintenant, quand on parle de leader politique, si jamais c'est peut-être dans ce sens-là que tu veux aller, moi je connais pas un leader politique qui dans une révolution, c'est lui qui est sur le terrain en train de dire que bon, les gars, allons tous vers Bonanjo, dirigeons-nous vers le ministère des Finances, on tourne là-bas. Il y a le bureau du RDPC là-bas, allons brûler ça. Je crois pas que ce sont les leaders au titre, par exemple, comme celui qui a gagné l'élection présidentielle en 2025. C'est pas ce genre de leader-là qui est sur le terrain pour faire ce genre de choses-là. Donc, leader, pour moi, ça... C'est quand même que tu m'as royalement mal écouté. Parce que ok, je vais je n'ai pas dit qu'il y a un leader d'une révolution. Je dis que les révolutions ne se font pas seules. Il y a ce qu'on appelle de la planification. Il y a une certaine organisation. C'est pas parce que vous avez dit révolution. Non, ça, je suis très d'accord. Il y a la planification. Ça, c'est clair. Vont sauter comme ça là, du jour au lendemain, ils vont arriver. Non, il y a une organisation. Il y a des rencontres. Il y a des syndicalistes. Il y a des avocats qui se mettent ensemble derrière un mouvement. Moi, c'est la question que j'ai posée. Et j'aimerais que Gabriel me dise, parce que moi en politique aussi, je suis assez informé, je lis beaucoup, qui me disent une révolution qui s'est faite spontanément, seule, sans personne. Il me dit ça. Parce que quand vous voulez ignorer ou bien vous voulez dire que non, le leader politique est un philosophe ou bien, je sais pas comment on appelle ces gens-là. C'est pas la philosophie, mon ami, c'est le terrain. La politique, c'est le terrain, c'est pas la philosophie. On va pas donner une action et peut-être rester attendre le peuple. Non. On est tous le peuple. Le leader n'est pas suprême, c'est pas un cardinal, c'est pas un pape, c'est pas Dieu. Le leader, c'est une personne. Attends, je vais me parler dans la même lancée que toi. Et puis peut-être on va nous répondre après. Je vais commencer par un petit exercice. J'aimerais que ceux qui sont sur le panel se prêtent à cet exercice-là. Ça, c'est dans le cadre du Cameroun. Et après, je vais prendre quelques exemples pour justifier le fait que je pense que le peuple ne peut pas être le problème. Le peuple a besoin d'être toujours guidé par quelqu'un. Et je vais justifier pourquoi le peuple a besoin d'être guidé par quelqu'un. Mais j'aimerais que tous ceux qui sont sur le panel se prêtent à ce jeu. Prenons dans le cadre du Cameroun. Nous tous ceux qui sont sur ce panel, nous sommes Camerounais. Béton. Sur une échelle de 1 à 100%, combien de personnes dans ta famille parlent de politique? Béton est là? Ouais, je suis là, dis-moi. Sur une échelle de 1 à 100%, combien de personnes autour de toi, dans ta famille, parlent de politique? Bah, tout le monde parle de politique, mais peut-être pas avec le même degré que moi. Mais tout le monde. Non, quand je parle de politique, je veux dire actif et tout ça là. Donc, avec combien de personnes sur une génération sont actifs? De 1 à 10. De 1 à 10, combien? 5, la moitié. 5. Marche. Oui. Marche est là. Elle n'est pas là. MK for life. Moi, je dirais 3,5, même comme il n'y a pas de 3,5. Ok, 3. Disons 3. Banslav. Elle n'est pas là. Binam. Ouais, moi je dirais à peu près 5 aussi. Hein, 5. Gabriel. Il pose pas la question à Gabriel, il pose la question. C'est comme, peut-être il est là. Je pose la question à tout le monde. Momo, j'ai demandé à tout le monde de se prêter au jeu. Gabriel. Oui, je veux que tout le monde se prenne. Momo, celui de 1 à 10. Combien de personnes autour de toi, seulement pendant nos familles, parlent de politique? Est-ce que je suis là-bas au Cameroun avec ma famille pour savoir? Bon, disons 3. 3. Haute voix. 2. Gabriel. Personnellement, je ne répondrai pas à cette question. Ok, pas de souci. C'est aussi une réponse. Ouais, de la démocratie. Parce que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, béton. C'est aussi une réponse. Il a voté blanc. C'est l'abstinence. Vous voyez pourquoi il ne peut pas avoir une révolution au Cameroun. Béton,
attends, s'il te plaît. Attends. Regarde, Momo qui fait que la santé depuis le matin. Là. Non, attends, s'il te plaît. Attends, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Donc, attends, s'il te plaît. C'est pas un souci. C'est ta pensée ou bien il ne disait rien de moi. Non, Béton, je peux pas être d'accord avec toi. Mais monsieur Béton, entre la pédagogie, entre la connaissance que Gabriel a apportée et son refus de répondre, de donner le nombre de personnes, c'est-à-dire, dans sa famille, peut-être il a 100 personnes, il ne sait pas qui parle de politique, qui ne parle pas de politique. Même au-delà de ça, j'ai répondu volontiers, mais c'est très intrusif, monsieur Edero. Je l'ai fait volontiers parce que bon, finalement, mais il a raison de ne pas répondre. Moi, j'aurais dû donner la même réponse que Hébert parce que ça rejoint même ce qu'on disait tout à l'heure avec lui, que l'échange que j'ai avec lui, c'est que quand ça touche à la personne, quand ça commence à toucher à dominance, ça n'a pas de sens, en fait. On est là pour changer au niveau des idées. Là, il s'agit d'une analyse. Laissez-moi dérouler. Le tour. Je sais que les Camerounais sont forts pour tout mélanger et ça ne touche pas la personne. Ça, c'est ce jeu. Attends, Béton, s'il te plaît. S'il te plaît. Cet exercice, quand je l'ai fait, c'était pour qu'on puisse comprendre, pour que quand je puisse dérouler, vous puissiez comprendre la situation du Cameroun. Donc, si on a répondu sur une échelle de 1 à 10, on a eu près de 6 personnes sur le panel qui ont dit 2, 3. Donc, ils ne sont même pas à la moyenne, c'est-à-dire ils n'ont même pas 5. Et c'est ça même la situation du Cameroun. Le peuple camerounais politiquement n'est pas d'abord instruit et bien éduqué politiquement. Il faudrait d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Je vais revenir un peu dans l'histoire. En 1941, quand Hitler et le Troisième Reich décident d'attaquer certains pays d'Europe, quand il prend par exemple la République tchèque, il prend la Hongrie, il prend tous ces pays-là, il est même acclamé par la Lettonie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, parce que c'était l'homme fort de l'époque. Il a fallu que l'armée rouge arrive, son drapeau à Berlin pour que les Allemands se rendent compte que Goebbels et Hitler leur ont mis dans une propagande qui n'avait pas de nom. Et aujourd'hui, les Allemands ont honte même de cette histoire-là. Même chose en Union soviétique, Staline, tout le monde avait peur. Dès que tu parles fort, c'est le goulag. Dès que tu dis un mot, voilà, tu es sanctionné, ta famille est sanctionnée, les membres de tes enfants sont, même les membres de ta famille sont sanctionnés, même les enfants, les petits-fils n'auraient plus le droit de travailler, n'est-ce pas, dans les institutions de l'État. Quand tu rentres au niveau du Cameroun, on te dit quand tu parles de politique, c'est connu, tout le monde sait que dès que tu parles de politique au Cameroun, mets encore tes pieds au pays, on va t'arrêter. Dès que tu fais allusion à la politique au Cameroun, ou quand tu montes ton visage, tu mets tes pieds au Cameroun, tu seras arrêté. Ça, c'est pour les citoyens lambda. Là, les figures de l'opposition que tout le monde connaît, comme Maurice Kamto, Issa Chikoro Bakary aujourd'hui, qu'on va citer, ou le défunt Anissé Kane qui est parti, sont persécutés et sont humiliés par le pouvoir en place. Vous avez donc un pays qu'on appelle le Cameroun, où on a, je vais dire, une seule chaîne qui permet d'avoir une contradiction. Et je pense que le justificatif du fait que cette chaîne n'est même pas encore fermée, qu'on appelle Equinox, c'est parce que la communauté internationale braque les yeux, les Nations Unies qu'on a au Cameroun et tout ça, viendront dire que mais c'est quoi ça que vous allez seulement vous faire les Camerounais écouter la CATV alors que vous dites que votre pays est démocratique. On n'a que 2 chaînes, pratiquement, avec Vision 4, les Camerounais ne regardent pas trop. On n'a qu'une seule chaîne au Cameroun qui permet aux Camerounais d'avoir la réalité, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans leur pays. Les églises réveillées, les bars, tous ces trucs-là, vous avez même vu un préfet qui s'est pavané sur la toile en disant que non, il fallait ouvrir les bars, Celui-là vous demande de faire les villes mortes, et celui qui va mourir, en oubliant que depuis 43 dans les Camerounais s'ouvre et que Paul s'apprête à faire une émission et que si on ne fait pas attention. C'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez d'accuser le peuple. Un peuple qui n'est pas instruit parce que le gouvernement en place fait exprès pour qu'il ne soit pas instruit. Ce n'est pas la faute du peuple. C'est pour ça qu'ici, il faut saluer les actions du professeur Maurice Kamto, qui a profité à Tiroma en 2025. Depuis 2018, Kamto, seulement 2018, le professeur Maurice Kamto éduque les Camerounais à comprendre l'enjeu de la chose politique dans leur pays. À partir de 2018, le professeur Maurice Kamto a fait comprendre aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils s'intéressent à la politique de leur pays et pourquoi est-ce que ça impactait sur leur vie de tous les jours. C'est Kamto qui l'a fait. Avant 2018, les Camerounais allaient voter, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le procès verbal, ils se tournaient et partaient. C'est un monsieur qu'on appelle Kamto qui est venu nous expliquer le procès verbal est une feuille qui est dans chaque bureau de vote où les scrutateurs signent à la fin du comptage des voix.
C'est à partir de ça. Et comme les procès verbaux d'Éric en font foi, que la Cour constitutionnelle, en s'appuyant dessus, proclame le vainqueur. C'est dans ce sens-là que Kamto a éveillé les Camerounais. Au Cameroun, beaucoup sont la jeunesse, la majorité des jeunes, c'est les bars. Les parents, ceux et celles qui ont tellement chômé, sont à l'église réveillés, ils dorment là-bas. Les jeunes qui finissent d'étudier, c'est le basic-in. Donc on a une pauvreté généralisée dans ce pays qui fait en sorte que les Camerounais n'ont pas trop la tendance à vouloir s'intéresser à la chose politique, sauf celles et ceux qui en ont tellement déjà subi, au point où ils s'en foutent par ce régime, qui, comme peut-être moi, il va dire non, on n'a plus peur de montrer nos visages. Prenons l'exemple de la plateforme qui nous permet de discuter entre nous, qui est TikTok. Combien ne veulent pas montrer leur visage? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que Paul Biya pourra les arrêter demain après-demain quand ils iront au pays. Ça, c'est ce que le régime de Paul Biya Mbingondo a implanté dans la tête des Camerounais. Pour ce fait, on ne peut pas accuser un peuple qui est quand même sorti, même s'ils ne sont pas sortis en masse, après qu'il y ait eu un truc comme 8 millions d'inscrits, je pense, sur les électorats, ou 7 millions, désolé si je me trompe dans les chiffres, MK, tu peux fermer ton micro, désolé si je me trompe dans les chiffres, on a eu seulement 1 million de personnes qui sont allées voter. En 2018, c'était encore plus pire. Donc, dans la situation du Cameroun, dans le contexte du Cameroun, je pense que le train est en marche, mais il faut sensibiliser encore plus les masses. Parce que c'est quand on aura atteint le seuil de 60-70% de Camerounais qui auront compris que la chose politique est celle-là qui va nous libérer, Paul Biya pourra partir. Je vais prendre quelques exemples. Les manifestations de 2025, je vais revenir en 2018. En 2018, si les Camerounais étaient tellement conscients de la chose politique dans leur pays, les membres de certains partis politiques, en l'occurrence celui du RPCRN, ne devaient pas prendre certains militants du MRC pour les remettre à la police. Ça, c'est pas un peuple qui est conscient. Un peuple qui est conscient, même s'ils sont à l'opposition, ils n'auraient jamais dû faire ce genre de choses. Quand tu prends 2025, c'est les membres, certains membres pro-machin, ceci, cela, je ne vais pas prononcer le nom, je ne veux pas chauffer, je ne veux pas choquer, je ne veux pas fâcher les gens, qui sont en train d'insulter un président qui a été élu par le suffrage universel de leur pays, qui est Issa Chiroma Bakary. Ça veut dire qu'on a un peuple qui n'est pas encore conscient. Quand un peuple est conscient, quelle qu'en soit ton idéologie politique, quelle qu'en soit ta lutte politique, quelle qu'en soit la vision que tu voudrais que le pays prenne, même quand l'opposition manifeste et que tu te retrouves dans les manifestations de l'opposition, tu te dois d'être à leur côté. Un peuple mature, c'est un peuple qui comprend déjà d'abord ce que c'est que la justice, ce que c'est que l'équité, ce que c'est que, comment on appelle ça, le partage pour tous. Moi, j'ai l'habitude de le faire ici. Moi, dit ici, je ne supporte pas Chiroma parce que j'aime Chiroma, ou bien je ne parle pas bien de Chiroma parce que j'aime Chiroma. Je parle de Chiroma parce que la constitution de notre pays, à son article 2, je pense, du code électoral, dit que le président est élu lors du suffrage par les Camerounais, élu lors du suffrage par la majorité des Camerounais. Et à la fin de ce suffrage, il est le président élu de tous les Camerounais. C'est-à-dire que tu as voté, tu n'as pas voté, tu es le président de tous les Camerounais. On est dans le dogme de la personne, on bafoue les textes, on ne s'intéresse pas aux textes, on est égoïste, on voudrait que le Cameroun change avec la plus belle des manières, en oubliant qu'on est en dictature. Et c'est pour ça que je dis, le peuple dans ce cadre n'a pas tort. Ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est continuer à éduquer les masses, et par la suite, on aura une possibilité d'avoir un changement dans le bon sens. Parce que, pour chuter en 20 secondes, moi-même le sais. Moi, je suis allé au niveau, je propose maintenant les coalitions. Je demande au peuple d'appeler Kamto et Chiroma à faire une coalition, comme ça se fait dans beaucoup de pays démocratiques. Ce qui va faire en sorte qu'on n'aura plus les débats de celui-là est nordiste, ou c'est un Bamileke, ou c'est monté, c'est descendu. On aura des Camerounais qui seront quand même réunis autour du même cause, et on pourra faire tomber le dictateur Biya. Il y a des gens qui supportent Kamto, qui m'ont dit, Kamto ne vous doit rien. Il n'est pas obligé de parler. Il fait la coalition avec Chiroma, pourquoi? Il y a des Chiromistes qui m'ont dit, laisse ça. Kamto peut faire, Chiroma peut même à l'aise, il même faire tout ça, c'est sans Kamto. Il n'a pas besoin de lui. Tant qu'on ne va pas on ne va pas comprendre que l'épicentre de la souffrance des Camerounais, c'est une personne, Paul Biya. Et que quel qu'en soit l'opposant qu'on a en face, il faut l'accompagner tous comme un seul homme pour chasser Paul Biya. On perd le temps. Le peuple a encore besoin d'éducation. Mais pour l'heure, après la dictature et les méthodes que le pouvoir en place a mis pour empêcher aux Camerounais de réfléchir dans le bon sens,
en ouvrant les bars, les églises rêvées, les prostitutions, tout ce qu'il y a dans ce pays-là. Tant qu'on en sera là, on ne fera pas le travail des masses pour que le peuple se porte comme un seul homme, on ne peut pas accuser le peuple. Et ça, c'est le rôle des leaders. C'est le rôle des leaders. Ce que Moïse Kamto fait très bien. Ça, c'est le rôle des leaders. Il n'y aura pas de révolution pour ma part sans leader. Ça n'existe pas. Parce que le leader, c'est celui-là qui ouvre les yeux, qui éclaire, qui fait comprendre pourquoi. Est-ce qu'il faut le suivre. Je vous remercie. Super. Je suis pas d'accord à 100%, mais je profite quand même. Je te rejoins sur beaucoup de choses que tu as dit, Aldéro. Pour moi, il n'y a pas de... faut même pas espérer avoir une révolution sans leader ou micro-leader, parce que le leader, c'est lui qui oriente. C'est comme si les gens vont se faire... Imaginez, par exemple, enfin, l'analogie est un peu dure. Vous laissez un troupeau de moutons qui sortent comme ça, tout le monde va aller dans tous les sens. Il faut un berger, il faut quelqu'un qui va peut orienter, qui va avoir des stratégies. Et pour moi, toute révolution, il faut toujours qu'il y ait un leader ou des micro-leaders qui vont inspirer la révolution. Moi, par contre, je vais un peu revenir sur 2-3 points que tu as dit. Et moi, j'ai un constat que j'ai fait, hein, et je pense que ça caractérise un petit peu la situation actuelle du Cameroun. La vérité, c'est que le peuple camerounais, en fait, qui est mon peuple que j'adore, Si tu as ton enfant à la maison, je te coupe à mon frère. Si tu as ton enfant à la maison, tu l'apprends pas à lire, même à 20 ans, il ne saura pas lire. Même à 20 ans, il ne saura pas lire. Et c'est ça le contexte du Cameroun. Il faut apprendre au Camerounais la chose politique. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Aldéro. Sauf que moi, je pense que la conscience politicienne a quand même beaucoup évolué au Cameroun. Mais ce n'est pas une question de, enfin, je pense il faut toujours sensibiliser. Il faut toujours faire le travail d'éducation. Mais je pense qu'on a atteint un stade où c'est la peur, en fait. C'est-à-dire que la peur fait même qu'on a un peu, qui peut être lâche. La vérité, c'est que, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ont tellement peur, et moi je les comprends, parce qu'un régime dictatorial lors de 82, depuis 40 ans, les moyens de répression qui sont très violentes, voire même criminels, ils sont prêts à tuer. On a l'exemple d'Anissé Kane. Les gens ont peur, les gens sont pétrifiés. Et moi je pense honnêtement que les vrais combattants, les vraies personnes qui permettront au Cameroun de se libérer, sont tapis dans l'ombre. C'est pas ceux qui viendront sur TikTok pour faire des débats, parce que ici, nous on parle, c'est bien sûr, il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut aussi déconstruire ceux qui ont des discours propagandistes. Mais je pense que le plus important, c'est ceux qui tapis dans l'ombre vont pouvoir mener des actions de terrain. C'est ceux qui ont cet esprit, un esprit totalement éthique, qui ne peuvent pas être compromis, parce que la plus grosse arme aussi du gouvernement, c'est la compromission, c'est la capacité à pouvoir acheter les gens. Et la vérité, c'est qu'on a très très peu d'hommes, je dis bien très très peu d'hommes qui peuvent avoir ce sens de moralité, qui, même pour n'importe quel montant, vont garder leurs convictions. Je suis prêt à parier que beaucoup d'entre nous, je ne connais pas, je connais personne d'entre vous, hein, mais il y en a, on te pose 55 millions, tu dis arrête tes bêtises là. Tu vas arrêter. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a des N'Djamena, c'est pour ça qu'on a des machins. Bien sûr, des moments. À un moment, les gars craquent. Tu sais que même quand ils ont des convictions qui auraient pu être fortes, la compromission fait toujours que les gens changent de veste. Et moi, je dis bien que la libération du Cameroun viendra des personnes qui vont mener des actions de terrain, vont frapper fort, déjà parce que si vous pensez que ces choses vont changer dans le calme, dans la paix, il faut oublier ça. La peur doit changer de camp, et ce sera des gens qui seront capables de frapper aussi, et qui vraiment vont faire que la peur change de camp. Et quand de l'autre côté, ils vont commencer à avoir peur, parce qu'il y a des coups, parce qu'ils commencent à avoir des pertes, là, je pense qu'on pourra vraiment parler de révolution. Et vous verrez que certains d'entre eux commenceront à fuir. Parce que la vérité, c'est que, enfin, je ne veux pas me répéter, mais ils n'ont rien à foutre des Camerounais. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. C'est-à-dire que ils sont prêts à tuer le maximum parce qu'ils vont rester sur leur fauteuil. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que on peut parler, on peut dire ce qu'on veut, mais les plus courageux, ceux qui prendront ce chemin-là, et devront même se dire que peut-être même, ils ne reviendront pas parce qu'ils prendront une route où c'est que peut-être la mort qui va les atteindre, parce que effectivement, il faut peut-être mener un combat qui t'appelle sa vie, #Anissé Kane, parce qu'on a de très fortes convictions pour faire évoluer la situation. Donc voilà, c'est un petit peu ma lecture de la situation, et j'ai bien cru comprendre qu'on commence déjà à avoir des petits groupuscules de personnes qui se préparent à avoir des actions assez fortes et assez puissantes. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comme tu as dit, mon frère Binama, c'est l'équilibre de la terreur. À ce niveau-ci,
Ce n'est plus question de politique, on va voter élection. Mon frère, ils nous ont montré qu'avec vous, ils en ont strictement rien à foutre. Rien à foutre. Passez à un autre niveau, montrez-leur que vous pouvez frapper. Là, vous allez jouer au même jeu qu'eux. Et c'est exactement comme ça. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma lecture du contexte actuel au Cameroun. Sur ça, je passe la parole à, je sais pas qui devait parler. Alors, merci beaucoup. Monsieur Faut-il Gabriel a parlé parce que je vais pas lui prendre tout. Il est même minuit déjà. Monsieur Faut-il Gabriel, vous avez eu le temps de parole, vous avez répondu aux questions. Je pense que les frères Béton et Eldero ont apporté des incompréhensions ou encore peut-être des questions par rapport à un certain nombre de choses. Déjà, au frère Béton, je voudrais déjà lui faire comprendre que sans doute il a pris mon propos en cours parce que il a sélectionné vraiment les parties qui l'intéressaient, sur lesquels il voulait intervenir, et donc il n'a pas analysé mon propos dans son ensemble. Bon, sinon je vais essayer d'apporter une réponse et des éclaircissements. Déjà au frère Béton concernant les révolutions spontanées. Parler d'une révolution spontanée, c'est assez compliqué, mais je vais essayer. Je vais essayer de prendre un exemple vite fait, et puis je vais continuer avec la charge du peuple face à ce qui arrive au Cameroun. Ce que je veux dire, c'est que en décembre 2010, je pense bien, c'était décembre 2010, l'immolation de Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits ambulants, déclenche des protestations locales qui s'amplifient via les réseaux sociaux. Et cette immolation qui a déclenché des revendications n'avait pas attendu l'élan de cœur ou le mot d'ordre d'un quelconque leader de parti politique. Il n'y a pas eu de parti politique, il n'y a pas eu de figure charismatique qui a demandé ou bien qui a dit, mais il y a eu un peuple qui a pris conscience de la profondeur des douleurs que traversait et a décidé de ne plus voir des personnes ou des confrères ou des concitoyens se faire immoler. Et partant de cet éveil en 2010 en Égypte, il y a eu un enchaînement, un engrenage, ce qu'on appelait le mouvement du printemps arabe, notamment en Égypte, en Libye, au Yémen, en Syrie. Donc, une contamination qui s'est faite sans qu'il y ait d'un coup, ou bien au premier abord, ou bien de prime abord, un quelconque appel d'un leader. Donc, pour dire que même dans les révolutions spontanées, des conditions préalables doivent exister. C'est-à-dire que il doit avoir, pour la révolution spontanée, des frustrations accumulées, des frustrations collectives, des éléments où le peuple s'identifie. Donc la spontanéité ici ne va pas concerner le leader, mais plutôt l'étincelle qui va venir déclencher et peut-être si dans la spontanéité du mouvement, il n'y a pas maintenant ce qu'on va appeler peut-être une planification centrale qui permette d'orienter ce mouvement, le mouvement pourra ne pas tenir. En fait, c'est une chance, c'est pas comme si c'est automatique que ça va pas tenir. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que ça ne tiendra pas, c'est pas ce que j'ai dit. Donc merci.
Maintenant, pour revenir à ce que le frère, je pense qu'il est quitté, je ne sais pas s'il est encore là, on parlait du rôle du peuple. Faudrait que on comprenne une chose en fait déjà. La question de savoir si le peuple est complice des malheurs qui lui arrivent au Cameroun d'aujourd'hui, c'est une question qui est à la fois mitigée. Mitigée parce qu'elle regorge plein de nuances et on ne saurait s'amuser à y apporter des réponses de manière directe ou bien faire des accusations stériles par rapport au peuple. Donc, parler de complicité ne signifie pas qu'on blâme le peuple qui est la victime de la répression. Faudrait qu'on soit d'accord dessus. Donc, il s'agit donc de reconnaître un mécanisme collectif de résignation, de peur et parfois de participation passive qui a permis au système autoritaire de Yaoundé de se perpétuer. Pourquoi je le dis? Je prends le premier point où je vais m'appuyer peut-être sur ce que je vais appeler la normalisation de l'inacceptable par le peuple. Après 43 ans de pouvoir sans alternance, il y a beaucoup de Camerounais qui ont fini par intégrer le fait que le changement n'est plus possible au Cameroun. Il y a également le fait que on s'habitue à tout ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire aux coupures d'électricité, aux routes délabrées, aux hôpitaux sans moyens. En fait, on a réussi par un mécanisme d'asservissement à déshumaniser le peuple au point où il est parfois difficile pour la grande majorité du peuple de s'indigner face aux situations qui sont alarmantes. Et ça le dire, ce n'est pas dire qu'on est en train de fustiger le peuple, mais c'est une façon d'ouvrir aussi un peu les yeux du peuple sur un certain nombre de choses. Donc, cette attitude qui devient donc une forme de contestation silencieuse peut faire en sorte que je pense que le peuple, il est complice. Le deuxième point sur lequel je vais m'étaler pour nuancer et montrer en quelque sorte pourquoi, apporter un peu, dire pourquoi je pense que le peuple est complice, c'est ce que je vais dire peut-être, ce que je vais appeler, comment je vais le dire, la peur. On a utilisé la peur auprès des populations camerounaises comme un instrument de soumission. N'oublions pas, le régime a perfectionné l'art de la répression ciblée. J'insiste sur le terme ciblé. Les arrestations, les disparitions, les kidnappings, les assassinats politiques, c'est-à-dire on cible un certain nombre de personnes, d'individus. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'a bien présenté. Il y en a du peuple qui ont eu du courage. Ils sont descendus dans les rues. On a ciblé quelques-uns. On les a tous arrêtés. On les a mis en prison pour d'autres. D'autres ont été tués, d'autres sont morts. Aujourd'hui, quand on parle de complicité du peuple, faudrait pas que les gens dans les émotions aient tendance à croire que quand on parle de ce peuple-là, on englobe tout le monde. C'est juste une façon de montrer qu'il y a une grande partie de ce peuple qui n'est pas conscient des enjeux qui sont menés. Donc, beaucoup vont choisir le silence par suivi, par protection familiale, comme on l'a dit tantôt ici, par épuisement. D'autres choisissent le silence parce qu'ils sont fatigués, en fait. Momo le disait tout à l'heure, franchement, à un moment, j'arrête de parler de politique, vous me fatiguez. Justement. Et c'est cet ensemble d'éléments, d'ingrédients, que le pouvoir en place a su développer pour pouvoir asservir ce peuple. Non, il faudrait qu'on comprenne que ce silence-là, qui peut être peut-être compréhensible autant pour moi individuellement, devient
un outil collectif de perpétuation de ce système. Le troisième point que je vais utiliser encore pour démontrer ça, c'est la capacité que le gouvernement, bien le pouvoir en place, a su utiliser pour pouvoir fragmenter, diviser et instrumentaliser les divisions. Donc, on a le nord-ouest et le sud-ouest qui sont carrément hors du Cameroun, entre guillemets, je mets entre guillemets, je ne vais pas dire hors du Cameroun, mais qui sont des zones aujourd'hui qui revendiquent une certaine norme. Et on a instrumentalisé ce truc et on l'a normalisé, c'est normal, ça va, ça passe. On a les Bamileke qui à un moment ont payé du prix fort, ont payé, comme on dit souvent, ils ont bouffé le Djangui de la frustration sur Internet parce que, soi-disant, un leader politique venait de cette région. Aujourd'hui, on l'a écarté. Ce sont les nordistes qui deviennent la cible. Jusque-là, on a poussé le vice très loin avec le peuple. Au point où, après le décès d'Anissé Ekané, on a voulu instrumentaliser les mêmes divisions pour faire porter au peuple Sawa la mort d'Anissé Ekané parce que, soi-disant, c'est un peuple qui n'a jamais participé aux révolutions dans le Cameroun. Ce qui est archi faux. Donc, c'est-à-dire, cette façon d'instrumentaliser, cette façon de fragmenter, de créer des divisions, fait en sorte que, à un moment, le peuple qui est censé être un peuple uni se dit, désormais, je me concentre sur des intérêts individuels et communautaristes. Le régime a su entretenir, il entretient savamment ces clivages-là pour empêcher l'émergence d'une conscience nationale unie. Il faudrait que les gens le comprennent. Donc, tant que le Cameroun... Est-ce que vous permettez-moi de finir et après vous pourrez relancer, s'il vous plaît, parce que ça me permet de garder le cours des idées, en fait. Parce que c'est pas de souci, ça marche. Désolé, merci encore, merci. Donc, tant que les Camerounais, comme je disais tantôt, ne perçoivent pas d'abord comme des ennemis cet ennemi interne de clivage et de division instrumentalisée du bourreau qu'on a en face, le silence risquera d'être de manière collective agaçante et accablante pour le peuple. Donc, l'ennemi, on a un ennemi commun. C'est le système qui oppresse. Un autre point sur lequel je vais m'appuyer, c'est la corruption. Et je pense que Béton l'a également cité quand il parlait. C'est l'instrumentalisation de la corruption comme mode de relation à l'État. Donc, quand il faut payer des pots de vin pour des actes civils, pour un diplôme, pour empêcher, pour monter des gens, ou bien encore déconstruire les idées de mobilisation sur Internet, le gouvernement le fait. On a fini par s'adapter à un système plutôt qu'à le combattre, ce système de corruption étatique qu'on utilise aujourd'hui contre l'opposition et contre le peuple, qui lui-même, le peuple, a fini aujourd'hui. Mon prédécesseur s'est plaint du fait que je lui ai dit que je ne répondais pas à cette question de savoir combien de personnes parlent de politique dans ma famille. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en tape éperdument. Je m'en tape éperdument. Ce qui compte, c'est, en fait, comment est-ce que, de ma manière modeste, je peux apporter ma contribution à l'édification et à l'éducation ou à l'éveil des citoyens camerounais. Le reste de ma famille, je m'en moque. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de Camerounais. Il est très facile. Quand tu envoies un Camerounais qui va... Aujourd'hui, le peuple camerounais a normalisé le fait que
Pour lui, c'est normal qu'il paye un commissaire ou bien qu'il paye un préfet pour qu'on légalise un acte. Pourtant, le préfet est censé le faire pour rien. Donc, cette corruption-là aussi a conditionné. Quand je quitte sur la corruption, je vais parler de l'indifférence face aux injustices. Je le disais tout à l'heure. L'indifférence face aux injustices qui, moi, à mon sens, je trouve, a déshumanisé en quelque sorte une grande partie de la population camerounaise. Ce n'est pas mon problème. C'est une expression qu'on entend, qu'on écoute souvent beaucoup. C'est-à-dire que parce que c'est l'enfant de la voisine qu'on a arrêté pendant les marches de protestation au lendemain des élections, les autres voisins diront, ah, bah, c'est même d'abord, l'enfant là, c'était même d'abord un délinquant, on lui a même dit de ne pas marcher, il est parti marcher, on l'a arrêté, il assume, ce n'est pas mon problème. Et justement, si ce n'est pas mon problème là, quand un opposant est arrêté, ou bien quand quelqu'un est arrêté, ou bien quand il y a une situation qui arrive, fait en sorte que on se retrouve dans un petit village où les gens ont compris que ça ne sert à rien de lutter pour la collectivité, mais désormais chacun lutte pour sa panse et sa survie. Cette indifférence sélective permet au régime d'avancer pas à pas en isolant chaque groupe. Faudrait qu'on l'admette. En dernier point, et je vais chuter par là, c'est le mythe du sauveur extérieur. Ce que j'appelle le mythe du sauveur extérieur ici, c'est la tendance pour beaucoup de Camerounais à vouloir toujours attendre que les solutions à leurs problèmes viennent de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Béton a dit, il n'y a pas de révolution qui se fait sans leader et tout. Nous sommes d'accord. Il y a eu des leaders qui ont essayé, ils ont donné une vision. Et en retour, ce qu'ils attendaient, c'était un accompagnement. Ils n'ont pas reçu, pour la grande majorité, cet accompagnement. Qui se fait au Cameroun, on a laissé passer. Il y a eu des Camerounais qui sont descendus dans les rues pour réclamer ce vol. Ils se sont fait tuer pour certains. On a mis d'autres en prison. Et les Camerounais sont restés passifs. Pire que ça, on a eu un leader qui a pendant longtemps montré que face à un régime de dictature, la légalité n'est pas viable. Il faut passer à une forme de revendication, j'ai envie de dire passive violente. La violence au niveau du nombre et la pacification au niveau de l'instrumentalisation, bien des outils utilisés pour la revendication. La violence ici, il faudrait qu'on comprenne que la violence va se faire par le nombre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il est important donc déjà de briser la peur par des petites résistances quotidiennes. Refuser par exemple de payer de Tchokwen taximan, autant pour moi, un policier dans la rue. Être capable de dire non. Être capable de dire à un parent, oui, tu es mon père, mais cette façon à vouloir toujours me faire croire que si je sors revendiquer le fait qu'on n'ait pas l'électricité à la maison, je vais mourir, me tue davantage. Il faut recréer un lien social et politique au niveau des communautés, de la communauté. Et quand je parle de la communauté ici, je ne parle pas de la communauté en termes de fragmentation régionale, mais de la communauté nationale, au-delà des clivages ethniques, linguistiques, religieux, régionaux et tout ça. Il faut organiser aussi, moi ce que je vais dire, et je le dis encore vraiment, je le fais
sous l'analyse, je le fais sous l'angle de ce que je fais. Donc, je vous l'ai dit, organiser des formes de désobéissance civile non violente qui s'est faite, par exemple, à travers les villes mortes. Mais le peuple devrait davantage engager ce genre de désobéissance. Comme par exemple, les Bayam Selam qui se sont vus hier soir détruits et chassés dans une commune, je pense qu'il y a des 6 ou il y a des 5, où on a détruit les stands. Pourtant, ce sont des femmes qui ont décidé de faire une foire pour pouvoir vendre des trucs moins chers. Genre, on est venu détruire sous prétexte que c'est le terrain de la mairie, c'est monté. Si c'est Bayam Selam, par exemple, rien que la société, ou bien, comment je vais dire ça, l'association de Bayam Selam, décide, par exemple, qu'ils ne vont pas vendre pendant une journée. Ils font une grève de marché pendant une journée. Ce sont des mécanismes qui sont une forme d'énergie pour revitaliser un peuple qui a perdu tout goût à la revendication du fait de l'oppression qu'elle en face. Et arrêter de souvent penser que le problème de l'autre, c'est pas mon problème. La fameuse phrase « Ah, c'est comme ça, c'est le Cameroun, c'est comme ça, on fait avec ». Donc, moi ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, le peuple n'est pas complice au sens premier de ce qu'on entend par complicité. Le peuple n'est pas complice par choix, ce n'est pas parce que, c'est pas de gaieté des cœurs, mais c'est un ensemble de conditionnements, de fragmentation qui a été perpétré par le régime en face pour pouvoir conditionner les mentalités et la force de réflexion des uns et des autres. Donc, le jour où il y aura suffisamment de Camerounais, ou bien le jour où suffisamment de Camerounais vont cesser d'avoir peur tous ensemble, le jour où ils refuseront ensemble de participer à leur propre asservissement, alors, je dis, ce jour-là, le système tombera. Parce qu'il ne tient que par notre peur. Et je pense qu'une fois que j'ai peut-être fait cette analyse, Béton comprend mieux ma pensée, qui était nullement une façon de tirer à balles réelles sur le peuple, mais une façon d'appeler davantage de mobilisation de la part du peuple par rapport au combat que nous menons. Merci. Voilà. Je m'arrête là. Il me semble que c'est à moi de reprendre la parole, parce que je pense qu'on a fait le tour du panel depuis ma dernière intervention. Si vous permettez, bien sûr. C'est vrai que j'avais une petite question que je voulais poser à Gabriel. Bon, s'il peut répondre rapidement comme ça, tout le monde peut parler aussi par la suite. Est-ce que tu trouves pas, Gabriel, que le mot complicité est un peu fort, sachant que justement le peuple, je pourrais dire, est un petit peu pris en otage sous la contrainte. Et quand on parle de complicité, c'est un mot que je trouvais un peu fort. C'est-à-dire, effectivement, je sais qu'il y a un petit peu une espèce de couardise, on a un peuple qui est dans une totale servilité, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que le mot complice ne te paraît pas un peu fort par rapport à la situation justement du peuple camerounais?